Bonjour à tous et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Yvan Mayer. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur le bourgmestre de Bruxelles, vous avez fait le tour des médias cette semaine à l'occasion de la première année de l'installation du piétonnier, plutôt de la mise en piétonnier des grands boulevards. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de répéter que tout va bien, que les aménagements vont être superbes et que tout le monde a le droit de donner son avis, même s'il y a des recours? Est-ce que ce n'est pas un peu fatigant de répéter tout le temps la même chose? Donc ce sont les médias qui sont fatigants. Non, je demande si vous n'êtes pas fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Je suis déterminé à avancer et à conclure ce projet qui doit bénéficier à tous les Bruxellois et tous ceux qui viennent visiter Bruxelles. Il est temps d'embellir Bruxelles et de faire passer Bruxelles dans l'ère de la modernité. L'usage de la voiture de façon intensive, comme on l'a connu pendant 50 ans, je pense que c'est une ère qui est dépassée. La voiture a sa place, bien sûr, dans nos déplacements, mais pas seule. Et il faut s'adapter. Il faut adapter notre ville désormais à une autre manière de vivre. Donc c'est ça. Donc je ne suis pas fatigué de vouloir faire ça. Au contraire, je veux continuer et convaincre, bien sûr, ceux qui ne le sont pas encore qu'il faut passer à cet âge moderne des villes, comme le font d'autres grandes villes en Europe. Alors c'est difficile de convaincre. Je crois qu'Alain Juppé essayait de vous donner un peu de courage en disant que c'était dur, que lui aussi avait eu des difficultés à Bordeaux. Comment est-ce qu'on garde une motivation intacte à convaincre quand c'est si difficile? D'abord, dans les critiques, il faut, je pense, évacuer tout ce qui est insulte, mépris, espèce de controverse pour la controverse. Il faut partir de l'idée que ça ne sert à rien de lire ça. Il faut par contre, je pense, lire et être attentif et écouter tous ceux qui ont des vraies remarques, critiques, propositions d'amélioration, etc. Il faut dialoguer avec eux et puis voir comment on peut adapter les choses. Et puis il faut aussi ne pas bouder son plaisir. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus à des forums citoyens, qui sont venus à des rencontres publiques, ou à des rencontres parfois en cercle plus restreint, venir dire leur enthousiasme pour le piétonnier, venir dire le soutien qu'ils ont de la vision que nous avons de Bruxelles pour l'avenir. Il y a quand même beaucoup d'habitants bruxellois qui soutiennent ça. Je note d'ailleurs que la DH cette semaine a publié un sondage Dedicated Research qui montre que 7 Bruxellois sur 10 sont favorables aux piétonniers. Donc voilà, c'est évidemment encourageant. C'est plutôt la manière qui vous a été reprochée. Est-ce qu'aujourd'hui, un an après, est-ce que vous auriez refait les choses différemment? S'il fallait les refaire, est-ce que vous auriez mis plus de communication, plus de discussion? Oui, probablement, mais l'année qu'on a vécue est quand même extraordinairement particulière. Qui pouvait prévoir le lockdown du mois de novembre, l'interdiction du feu d'artifice, le tunnel Stéphanie fermé depuis le mois de janvier, l'attentat du 22 mars. Enfin, tout ça a refait et a relancé des polémiques dans lesquelles le piétonnier est intervenu, on ne sait trop pourquoi. Il était impossible pour nous d'avoir une communication de crise et nous n'avons pas les moyens de nous payer ça. Il faut bien se rendre compte des limites qu'ont les pouvoirs publics par rapport à tout ça. On n'a pas la capacité de se payer des grands bureaux qui vont nous soutenir en communication de crise. Or, on a vécu 4 crises successives. C'est évidemment difficile de se dire, après coup, j'aurais fait autrement. Non, je n'en sais rien. Et alors, on va parler des recours, et notamment de ce recours contre les aménagements. Ouais. La région, mais en accord avec vous et avec Belliris, a décidé de retirer le permis d'urbanisme. Pourquoi ? En fait, l'avis de l'auditeur disait que notre dossier administratif n'était pas complet. Le rapport d'incidence, il manque un élément dans le rapport d'incidence, une hypothèse. Et donc, ça ne servait à rien d'aller directement en décision au Conseil d'État parce que, forcément, puisqu'il y a un élément manquant, le Conseil d'État aurait dit l'auditeur a raison et aurait suspendu le permis. Donc, plutôt que d'être dans cette procédure-là, on a décidé de retirer le permis, de compléter ce qui manque et de le réintroduire convenablement. Alors, ça retarde évidemment les travaux. Ça a un impact évidemment sur les travaux. Ça ne change rien au fond. C'est une procédure administrative qui doit être complétée, mais quant au fond, ça ne changera évidemment strictement rien. D'ailleurs, l'auditeur ne met pas en cause le piétonnier. Il met en cause des éléments
certes importants, ou nous pouvons les considérer comme... Mais donc il n'y aura pas de peut-être décision du Conseil d'État en la matière? Normalement non, puisque le permis est retiré. Mais quand on va réintroduire le permis, il est toujours possible que ceux qui étaient contre, qui sans doute restent contre, réintroduisent des recours. Et donc on est reparti, c'est une saga, les recours dans notre région, dans notre pays, quels que soient les projets. C'est assez... Est-ce que vous avez déjà eu un projet sans recours? Non, aucun. Tous les projets que nous portons, que l'on construise des logements, des écoles, un hôpital, un piétonnier, nous avons des recours sur tous les sujets. Est-ce que ça veut dire que les dossiers sont mal préparés, qu'on a des recours? Je pense que non. Je pense qu'il y a... Moi, je suis pour que le droit protège le plus faible. Et donc, s'il y a vraiment une difficulté pour quelqu'un, légitimement, qu'il fasse un recours, moi, je trouve ça, voilà, c'est bien et c'est sain dans notre droit. Maintenant, je pense qu'il y a un excès et que les recours sont, je pense, excessifs et ne sont pas en valeur égale avec l'intérêt général. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le piétonnier, je l'ai cité plusieurs fois cette semaine parce que j'insiste, mais celui qui a fait un recours contre l'Institut Bordet, qui est une construction d'un hôpital pour soigner les cancers, qui est un fleuron européen, où on a les plus grands médecins belges, et on doit traiter 250, il y aura de la place pour 250 patients dans cet hôpital. Ça veut dire quand même des milliers de gens qui seront soignés sur une année. Bon, il y a un type qui a considéré qu'il fallait faire un recours contre ça. Quel est le poids de ce recours et de la valeur qu'il défend par rapport aux patients cancéreux? Franchement, je pense qu'il y a de l'excès. Donc il faut un peu de proportionnalité du côté de la justice. Non, c'est pas de la faute de la justice, c'est de notre faute. Nous avons fait des législations qui ouvrent beaucoup trop la voie à des recours et à des chicaneries administratives ou judiciaires. Le juge, il applique la loi. Donc il faut changer la législation. Oui, je pense qu'il faut simplifier les législations et simplifier les voies de recours. Alors, à propos de grands travaux, grands projets, il y a aussi le Grand Stade. Oui. Le Grand Stade qui doit être prêt pour l'Euro 2020. Comment ça va se passer, cet Euro 2020? D'abord, est-ce que le stade sera prêt? Est-ce que vous pouvez nous assurer ici le stade sera prêt et on y jouera? Là aussi, il y a des recours. Donc, oui. Mais je pense, oui, qu'en effet, le stade sera prêt, puisqu'on doit être prêt pour 2019. Mais en principe, ce sera jouable, pour prendre une expression sportive. Oui. Oui. Et alors, en matière de jouable, est-ce que tout ce qu'il faudra faire en matière de sécurité, d'accueil, etc., comment ça va se passer à Bruxelles? Et donc, on est en contact étroit avec l'UEFA et on observe d'ailleurs la manière dont les choses se déroulent en France. On a d'ailleurs été participer à un workshop à ce sujet organisé par l'UEFA. Et on voit... Alors, tout est passé en revue. Donc, depuis l'arrivée aux aéroports, dans les gares, jusqu'à la gestion des fan zones. Vous voyez aujourd'hui à Lille comment ça se passe. Idem, évidemment, l'accès au stade. Il y a différents filtres avant d'arriver dans les stades. Donc, on a essayé de mesurer tout ça. Et puis, il faudra évidemment implémenter ça à Bruxelles en 2020. Et c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont comparables à ce que nous avons fait lors de matchs très sensibles. Belgique-Israël, par exemple, on avait déjà pris un tas de mesures de protection de cet ordre-là. Ce qui est plus compliqué à gérer, c'est évidemment ce qui s'est notamment passé à Marseille. Les hooligans. Ouais, ça, les hooligans et l'interdiction de stade qui existe pour des gens dans leur pays, mais qui n'est pas traduite nécessairement au plan européen. Donc vous pouvez très bien être interdit de stade en Belgique et acheter un ticket pour aller voir un match en France. Ça, c'est un problème et il va falloir essayer de le gérer entre villes. Je pense qu'une initiative entre villes sera prise par nous cet automne pour voir de quelle façon les 13 villes hôtes de l'Euro 2020 s'organiseront entre elles pour gérer ça. On doit dire Euro 2020. Pas 2020, c'est ça? On dit comme on veut. Nous, on dit Euro 2020. Alors, d'autres projets pour l'avenir à Bruxelles, on a appris hier, c'est le rempart aux moines. Oui. C'est des barres infâmes de logements sociaux qui vont être détruites. Est-ce que ça veut dire qu'on va perdre du logement social à Bruxelles? Non. Donc, effectivement, ce sont des vieilles constructions de logements sociaux qui ne sont absolument plus adaptées. D'abord, pour les gens qui y vivent, les conditions de vie dans les 5 blocs ne sont franchement plus aux normes de qualité. Et donc, nous voulons rénover tout cela. Mais nous voulons mixer beaucoup plus le quartier. Il y aura donc du logement moyen, public,
il y aura du logement moyen à cet endroit également. Donc pour pouvoir agrandir les gabarits des logements, forcément on va perdre un certain nombre de logements sociaux, mais qu'on va reconstruire à d'autres endroits dans la ville. En fait, maintenant, nous sommes de plus en plus favorables à des constructions de logements publics ou de logements sociaux par petites unités dans des quartiers, de manière à mixer beaucoup plus les quartiers, éviter l'effet ghetto et faire en sorte que on puisse cohabiter dans un même quartier, qu'on habite un logement social ou un logement moyen ou son propre logement privé, sans qu'il n'y ait visiblement de différence de logement. Il n'y a pas de raison qu'un logement social soit le logement moche du quartier non. Il faut qu'il y ait, que chacun se sente chez soi sans être stigmatisé dans son logement et dans son quartier. Et souvent, il y a une confusion entre logements publics et logements sociaux. Ah oui, peut-être juste bien expliquer quelle est la différence. Donc, les logements sociaux sont aussi des logements publics, mais ils ne sont accessibles qu'à ceux qui ont un niveau de revenu faible et selon les critères, évidemment, qui sont fixés par la région. Les logements publics, ce sont des logements qui appartiennent au pouvoir public, ici la ville ou le CPS de Bruxelles, mais qui sont des logements accessibles au public, aux revenus moyens, voire élevés même, s'ils payent un loyer conséquent. Donc, qui ne sont pas réservés aux populations à régime social. Mais qui vous permet sans doute, vous, de réguler un peu l'habitat. Voilà, ça nous permet de réguler l'habitat et ça nous permet aussi de jouer par rapport au marché privé, des tarifs à la baisse. Donc on est grosso modo 10% en dessous du prix du marché privé. Vous avez évidemment, vous aussi, suivi tout ce qui s'est passé avec le Brexit depuis une semaine. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, c'est peut-être une chance pour Bruxelles de pouvoir faire venir les gens de la City de Londres et de faire de Bruxelles une deuxième City? Non, je pense d'ailleurs pas que la City quittera financière, donc quittera Londres aussi aisément. Non, je ne pense pas que Bruxelles soit en mesure d'ailleurs d'accueillir ça. Nous sommes dans Euronext, avec d'autres plateformes financières, mais je ne pense pas que Bruxelles soit capable d'accueillir ça. Maintenant, Brexit, d'abord et surtout et avant tout un problème pour les Anglais, d'une part, mais aussi pour les Européens et certainement pour les jeunes Européens, tous ceux qui font un Erasmus, tous ceux qui veulent de l'échange avec l'Angleterre, vont peut-être demain avoir des difficultés. Alors je voudrais que vous réagissiez à une série de déclarations qui ont eu lieu ces dernières heures. D'abord, celle de Marc Goblet, qui critique l'infiltration du PTB dans son syndicat. Oui, c'est pas nouveau, hein. Ça date déjà depuis un certain temps et c'est la logique du PTB, c'est de faire de l'entrisme. On connaît ça à gauche et par rapport à l'extrême gauche, on connaît les manœuvres. Bon, le PTB fait ça, la FGTB, ils font ça à Inter-Environnement à Bruxelles, ils font ça à d'autres endroits. Bon, ils sont connus pour cette pratique-là. Yann Peumans, le président du Parlement flamand, qui serait prêt à interdire les smartphones et les tablettes au Parlement, parce que les députés ne sont pas assez au taquet à cause de ça. C'est le contraire de ce que nous faisons à la ville de Bruxelles, puisque cette semaine, on vient de distribuer des tablettes à tous les conseillers communaux, parce qu'on va on va inciter chacun qui prend une tablette à évacuer les masses de papier que l'on reçoit et qu'on distribue sur les bancs. Donc nous, on fait le contraire. On distribue des tablettes pour justement pouvoir suivre l'ordre du jour et avoir une version peut-être un peu plus écologique et respectueuse de l'environnement de nos assemblées. Très brièvement, Elio Di Rupo qui dit non à l'allocation universelle. C'est un peu le contraire de ce qu'a dit Paul Magnette, qui lui trouvait que c'était plutôt une bonne idée, qu'il fallait en discuter. Non, mais on peut discuter. Donc, moi, je suis d'accord avec Paul Magnette pour dire qu'il faut discuter. Mais je ne suis pas favorable, moi, à l'allocation universelle. Moi, je suis favorable à un système de sécurité sociale qui soit un vrai système de protection. Quand on est au chômage, quand on est malade, en soins de santé, je n'ai pas envie de voir mon traitement chez le médecin et les prises en charge par la mutuelle couvertes par une allocation universelle de 600 ou 800 euros. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je ne partage pas cette logique-là. Mais donc, on en est un débat. Oui, pourquoi pas, quoi. Pas de tabou. Non. Et puis, cerise sur le gâteau, Marie-Christine Marguenne, la ministre fédérale, qui plaint le compagnon de Karine Lallieu, qui, je cite, est si difficile à satisfaire. Karine Lallieu, si difficile à satisfaire. Je trouve ça complètement crétin. Enfin, je trouve qu'un homme aurait dit ça, il y aurait des titres appelant au scandale et dénonçant le scandale d'un propos machiste. Je pense que là, Mme Marguenne, franchement, a dépassé les bornes. Je trouve ça inadmissible. Et ça ne relève pas le niveau de certains membres de ce gouvernement fédéral. Hein. Ce n'est pas très sérieux.
Et Karine Nallieu se porte très bien et je pense qu'elle est très épanouie. Merci Yvan Mayer. Nous continuons en fait l'interview à partir de lundi, mais à un autre horaire, à 18h15 et puis toutes les heures 15. D'ici là, bon week-end.